Pour la première fois depuis 2012 et seulement la deuxième fois depuis 1990, nous aurons le numéro 1 et numéro 2 mondial en finale à Cincinnati parce que oui, la finale dans l'Ohio opposera Novak Djokovic à Carlos Alcaraz et au risque de te décevoir, je vois le Serbe prendre plutôt facilement sa revanche sur le jeune Espagnol par rapport à leur match qu'ils ont disputé à Wimbledon. Si tu veux savoir pourquoi, on se retrouve après le jingle. Carlos Alcaraz continue son excellente saison 2023, 53 victoires, 5 défaites, donc 16 victoires pour seulement 2 petites défaites sur dur, c'était contre Yannick Sinner à Miami et contre Tommy Paul il y a quelques jours au Canada. Il visera un 7e titre cette année, son 3e en Masters 1000, sachant qu'il a déjà glané un grand chelem, c'était à Wimbledon contre Novak Djokovic dans un match homérique en 5-7. Par rapport à ses stats en finale, c'est 13 victoires pour 3 défaites et quoi qu'il arrive, il a assuré sa première place mondiale pour l'US Open. Au niveau de son parcours, Thompson, Paul, Purcell ainsi que Jurkacz, il a concédé un set dans chaque rencontre et il a passé 10h34 sur les courts. Il faut bien comprendre que digérer un titre en Grand Chelem, encore plus à Wimbledon qui est le Grand Chelem pour tous les joueurs, c'est quelque chose de très compliqué, d'autant plus quand on ne fait pas de coupure, sachant qu'il a enchaîné très rapidement avec l'exhibition de la Hopman Cup. Et c'est vrai qu'on n'a pas de réel historique concernant la pépite espagnole. En 2022, c'est vrai, il s'était imposé à l'US Open, mais derrière, c'était quoi? 10 matchs disputés, 6 victoires, 3 défaites et un abandon contre Holger Rune au Rolex Paris Masters. Ça avait tronqué un petit peu sa fin de saison. Et ensuite, on l'a revu qu'en février de l'année suivante. Donc, il avait vraiment pu digérer son titre new-yorkais et remettre les compteurs à zéro. Là, c'est pas du tout pareil. Il reste quasiment un second semestre où il y a encore un grand chelem à disputer, pas mal de Masters 1000. Il faut tout de suite pouvoir réenclencher et il n'a pas le temps de se poser, de vraiment faire un petit reset par rapport à son état d'esprit mental et également sur la partie physique où il doit repartir rapidement au combat. Et ça s'est vu quand même sur ces 2 semaines, sur ces 2 Masters 1000, même si là il arrive à faire une finale à Cincinnati. On l'a senti manquer de patience, je trouve, par rapport à ce qu'il avait montré à Wimbledon, où du fond du cours, il voulait impérativement faire le point en 2-3 coups de raquette en se montrant très agressif, ce qui fait qu'il allait souvent à la faute. Et en plus de ça, son jeu de jambes était assez approximatif. Je le sens vraiment un peu lessivé mentalement. Peut-être pas physiquement parce qu'à chaque fois il a su remporter ses gros combats, mais il manque pour moi vraiment de fraîcheur et c'est pas l'idéal, sachant qu'il va arriver quand même à la défense de son titre new-yorkais. Et ce qui fait la force des grands champions, c'est d'être en mesure de gagner dans les mauvais jours quand ton tennis n'est pas au rendez-vous et surtout de s'adapter, de corriger le tir. C'est exactement ce qu'il a su faire. Au début, il est un petit peu tout foufou à vouloir attaquer dans tous les sens et derrière, il va se canaliser, se montrer beaucoup plus patient, remettre un coup supplémentaire pour justement provoquer un peu la faute de ses adversaires et à chaque fois, ça a été payant. C'est vrai que sur le papier, son parcours n'avait rien d'insurmontable et pourtant, il a perdu pas mal d'énergie, il a rejoué ce qu'on pourrait considérer comme sa bête noire, Tommy Paul, qui l'a battu 2 fois au Canada. Pourquoi? Parce que l'Américain est doté d'excellentes compétences athlétiques, il peut rivaliser du fond avec l'Espagnol, ce qui fait qu'il est moins exposé par rapport aux amortis que peut distiller son adversaire. Il va réussir à être dessus, il n'a pas de faiblesse apparente, même si côté coup droit, notamment en bout de course, c'est un petit peu compliqué. Encore, il avait eu un excellent jour côté coup droit au Canada, mais du coup, Alcaraz, il n'arrive pas forcément à exploiter tout ça. Et dans un autre style, Tommy Paul arrive à poser des problèmes à l'Espagnol, contrairement à un Yannick Sinner. Pareil sur le service cliqué, côté avantage de l'Espagnol, Tommy Paul, avec son revers très compact, il arrive plutôt bien à le négocier. Ensuite, gros combat contre Purcell, l'Australien, la belle histoire de ce tournoi de Cincinnati qui avait plutôt brillé en Challenger en début d'année avec ses 3 titres en Challenger, qui a un jeu totalement vintage, service volé, qui se fait au filet dès qu'il peut, qui a plutôt une bonne base du fond du court, qui est capable de choper des 2 côtés, qui varie énormément, qui a un jeu beaucoup plus consistant, je trouve, qu'un Maxime Cressy. Enfin, la demi-finale contre Jurkacz, le Polonais qui lui avait posé énormément de problèmes la semaine dernière, reblotte. Là, sachant que Carlos Alcaraz, ça pose 2-6, 7-6, 6-3, qu'il a même dû sauver une balle de match à 5-4 sur son service dans le second set, parce que là encore, on a eu un schéma de jeu classique avec un Carlos Alcaraz beaucoup trop impatient, je trouve, dans l'échange et également à la relance, qui commettait énormément de déchets, énormément de fautes. Et Jurkacz, il n'en demandait pas tant, il a réussi à en profiter, à se montrer agressif, à faire le point. Et derrière, à partir du tie-break, notamment dans le second set, où là encore, le Polonais va mener 4-1, on va voir un revirement un petit peu de situation où Carlos Alcaraz va changer un petit peu d'état d'esprit, va se montrer beaucoup plus consistant, beaucoup plus patient dans l'échange, notamment à la relance, où il va remettre cette balle pour essayer de provoquer la faute du Polonais, d'autant plus qu'il a des lacunes côté coup droit. Comme Alexander Zverev, si on envoie une balle très basse, à plat, il a du mal à être offensif, agressif, il est un petit peu trop passif dans ce compartiment de jeu-là. Et vraiment, on va voir ce revirement de situation, l'Espagnol qui va vraiment adopter un très bon jeu tactique
pour mettre à mal le Polonais, et derrière il va remonter dans le tie-break et il va plutôt facilement s'imposer dans le troisième set, sachant qu'il aura globalement tout corrigé ses imperfections du premier set, et ça aussi c'est dû aux discussions permanentes qu'il a avec Juan Carlos Ferrero sur le terrain. Au niveau du jeu, je trouve que le coup droit, même s'il est toujours perfectible, a progressé depuis Toronto. Par contre, ce qui pêche, c'est son manque de réalisme. 25% de break convertis, c'est beaucoup trop peu pour l'Espagnol, d'autant plus si on se projette un petit peu sur son match contre Novak Djokovic en finale. Et ensuite, c'est son pourcentage de points gagnés sur sa première et seconde balle. En moyenne, sur la semaine, il est à 68% sur sa première balle et 60% sur sa seconde balle. Donc on voit qu'il n'arrive pas forcément à faire la différence entre sa première et sa seconde, là où il avait très bien servi à Wimbledon. Avant de passer à Novak Djokovic, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions, et en fonction des performances de cette dernière, tu vas améliorer ou non tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Tu as plusieurs disciplines qui sont représentées. Là, bien évidemment, on va s'intéresser au tennis où tu as plein de joueurs. Noskova, Caro Garcia, Hugo Gaston, Corentin Moutet, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios. Et comment ça se passe? Tu t'inscris sur ce site. Derrière, tu vas faire ta première transaction. Donc, tu vas acheter un ROI, c'est l'équivalent d'une action. Donc là, tu vas te positionner sur un joueur. En moyenne, le plus bas, voilà, c'est 2 € la première transaction. Bien sûr, ça va dépendre des joueurs. En ce moment, s'ils performent, forcément, le ROI va être plus cher. Et derrière, en fonction des performances du joueur sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui va calculer tout ça et ça va améliorer tes rendements et tu vas améliorer ton ROI par rapport à ton investissement initial. Tu as un lien d'affiliation dans les commentaires qui te permet d'avoir accès à un bonus sur ta première transaction. Il faut que tu t'inscrives et que tu fasses ta première transaction, donc en moyenne 2 €. Et derrière, tu vas pouvoir profiter du bonus. Bien évidemment, c'est une activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas, mais je trouve ça intéressant parce que tu vas investir sur des joueurs auxquels tu crois et en fonction de leur performance, finalement, tu vas réussir à avoir une petite contribution par rapport à leur bonne performance sur les circuits et sur les réseaux sociaux et un petit peu partout ailleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment un très bon concept. De l'autre côté du filet, on retrouvera Novak Djokovic qui signe son grand retour sur le continent américain depuis 2 ans. Il visera un 39e titre en Masters 1000, un 3e titre dans l'Ohio. Ça serait potentiellement son premier titre depuis Rome 2022. Donc certes, il n'a participé qu'à 3 Masters depuis le Rolex Paris Masters, Monaco cette saison et Rome également en 2023. Et on voit que Novak Djokovic, forcément comme tout grand champion, il va cibler ses événements. Et ce qui est le plus important maintenant à son âge, c'est les grands chelems. Ce qui fait que sur ses 10 dernières participations au Masters 1000, il n'en a remporté que 3. Rome en 2020, le Rolex Paris Masters en 2021 et Rome en 2022. Là, ça sera sa 57e finale en Masters 1000. 1068 victoires sur le circuit après son succès contre Alexander Zverev. Il égalise ainsi Rafael Nadal. Par rapport à son parcours, Davidovich Fokina, mon fils Fritz et Zverev, contrairement à son adversaire, il n'a concédé aucun set. Il a passé 4 h et 59 minutes sur les cours. Et comme on pouvait s'y attendre, le Serbe n'avait plus joué depuis sa défaite en finale à Wimbledon. Au début, il était en phase de rodage. Il a fait un premier match en double qu'il a perdu. Pareil sur ce premier set contre Davidovich Fokina, même si l'Espagnol abandonne, c'est compliqué d'enchaîner coup sur coup Toronto et Cincinnati. Là, on a vu un Djokovic qui se cherchait notamment au service où il avait un pourcentage de première balle assez faible. Derrière, Gaël Monfils, qui est un match très favorable pour lui. Maintenant, ça fait 19-0. Contre Taylor Fritz, il a fait un excellent premier set. Derrière, l'Américain, quand tu prends une bulle, tu te reprends un petit peu dans le second set. Il va mener 4-2. Novak Djokovic, il va enchaîner 4 jeux de suite. Et il a fait un très bon match contre Alexander Zverev où il s'impose 7-6, 7-5. Ce qui a fait la différence vraiment dans cette rencontre, sachant que le score est très proche, c'est les retours de service où Djokovic a été beaucoup plus réaliste que l'Allemand, notamment au tie-break où on voit que Zverev a loupé 5 retours dans le tie-break. Il y en a 4 qui étaient sur le coup droit de l'Allemand, dont 2 qui étaient sur seconde balle. Et ça ne pardonne pas contre Novak Djokovic, d'autant plus qu'il est ultra réaliste dans ces moments qui comptent, dans ces moments importants. Et l'Allemand, il ne peut pas se permettre de gâcher des retours comme ça, là où Djokovic s'est montré agressif, notamment sur les secondes de son adversaire, où vraiment il avait presque les 2 pieds dans le terrain, il arrivait à prendre du temps à retourner long, profond, 40% de points remportés par le Z sur seconde balle, 55% pour Novak Djokovic. Et pour moi, c'est vraiment le compartiment du jeu qui a fait la différence. Un très bon match des deux joueurs, Alexander Zverev qui est encore en phase de reconstruction et Djokovic qui petit à petit retrouve ses meilleures sensations avant le dernier grand chelem de l'année. Et comme je te le disais, sur cette semaine, ce qui peut pêcher, c'est son pourcentage de première balle, 57% de première, avec certes 81% de réussite. Derrière, il a été breaké seulement 4 fois. Au niveau des confrontations, il y a 2-1 pour Alcaraz, 1 partout sur terre battue et 1-0 pour l'Espagnol sur gazon. Donc là, ça sera leur première face-à-face sur dur. Au fait, nous, c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on te promet une couverture complète du dernier grand chelem de l'année à l'US Open. C'est le moment ou jamais pour t'accrocher au wagon Games Talk et ainsi rejoindre les 10 000 abonnés. On y croit.
après l'US Open. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, tu actives la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Au niveau des clés tactiques, si on s'intéresse à Novak Djokovic, lui vraiment il va pouvoir mettre en avant sa fraîcheur physique. Contrairement à l'Espagnol, il a passé beaucoup moins de temps sur les cours que son adversaire, d'autant plus qu'il s'est reposé après Wimbledon, ce qui n'est pas le cas de l'Espagnol. Et si le match venait à durer, je pense que le Serbe pourrait prendre l'avantage, même s'il y a une différence d'âge. Quand même, tous les combats qu'a disputé Carlos Alcaraz cette semaine ne sont pas négligeables. Ensuite, Djokovic va devoir corriger le tir par rapport à ce qu'il a montré à Wimbledon, notamment sur son service, se procurer plus de service plus 1, parce que je rappelle, en finale, c'était 64% de première et 62% de points gagnés derrière, contre 70% pour Alcaraz. Donc là, Djokovic dossait le curseur sur son service, de se procurer une balle courte et de pouvoir faire le jeu plus rapidement et gagner cette filière courte. La relance du Serbe sera capitale. Est-ce qu'il va être en mesure de trouver le revers de son adversaire? Une balle un petit peu lente, compliquée à accélérer pour Carlos Alcaraz, pour derrière se procurer une balle facile et faire le point. Et enfin, le coup droit de Novak Djokovic qui sera aussi très important. C'est un compartiment du jeu où il va devoir performer. Il l'avait très bien fait à Roland Garros, être en mesure de dicter les échanges avec son coup droit, comme depuis le début de la semaine, comme il l'avait fait, comme je te le disais dans cette demi-finale, porte d'Auteuil, dans la diagonale, coup droit où il enlevait du temps à son adversaire pour ensuite l'attaquer sur son revers. Concernant Alcaraz, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place comme il l'a fait en finale à Wimbledon? Varier au niveau de sa première balle les zones, et sur sa seconde, plutôt axer le jeu sur le coup droit de Novak Djokovic, parce que s'il joue sur le coup droit, c'est plus compliqué au Serbe de trouver le revers de son adversaire, et on sait que c'est mieux derrière pour Alcaraz de trouver son coup droit pour mettre en place son service plus 1. Ensuite, comme je te le disais, la différence principale d'Alcaraz entre sa finale à Wimbledon et maintenant, c'est son impatience. Le fait qu'il va devoir se mettre dans un état d'esprit, qu'il va devoir construire un point, remettre une balle supplémentaire, ne pas chercher à agresser d'entrée son adversaire, faire le coup en 2-3 coups de raquette, parce que là c'est pas possible, il va faire beaucoup trop de fautes, et là s'il se réveille un set et demi après, c'est beaucoup trop tard contre Novak Djokovic. Donc là vraiment dès le début se montrer patient, avoir une très bonne construction des points. Et dernier point qui est valable pour les deux joueurs, le dernier grand chelem de l'année approche, les deux joueurs ont toutes leurs chances de nouveau recroiser le fer là-bas, donc il va falloir prendre un maximum d'informations pour un éventuel face-à-face à New York également, faire des tests. Djokovic l'avait très bien fait après l'US Open 2025 contre Medvedev où il avait rebondi au Rolex Paris Masters, où il avait mis en place ce service volé. Donc là, à voir si Djokovic, également après cette finale perdue à Wimbledon, va mettre en place de nouvelles choses, comme l'avait fait aussi Alcaraz, il avait rebondi après cette défaite à Roland Garros. On arrive en pronostic, la partie qui t'intéresse. Personnellement, je vois une victoire de Novak Djokovic en 2-7 par rapport à tout ce que j'ai évoqué, où je trouve vraiment que cette fraîcheur mentale, physique va faire la différence chez le Serbe. Pour moi, Carlos Alcaraz a beaucoup trop joué là sur ces 2 dernières semaines, même il n'a pas vraiment su digérer son titre à Wimbledon. Je pense qu'il va être un petit peu émoussé, même s'il y a l'écart d'âge, pour certains qui vont dire oui, les deux joueurs n'ont pas forcément le même âge, donc forcément Carlos Alcaraz récupère plus vite. Mais là, je pense que ça va être le match de trop, d'autant plus que Djokovic a faim, il a envie de performer aux États-Unis où il a été bloqué depuis quelques années pour rentrer sur le territoire, et en plus il a envie de prendre sa revanche. Donc moi je vois une victoire en 2-7 du joueur serbe qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure avant l'US Open. Si tu veux venir débattre avec nous sur cette finale, je t'invite à rejoindre notre Discord, je te mets tous les liens en commentaire, comme ça on pourra commenter en live cette finale, et nous on se retrouve ce lundi pour les débriefs des 2 finales dans l'Ohio. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.